Bonsoir, bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous et aussi ce nouvel espace parce que comme vous pouvez voir, nous inaugurons une nouvelle page de Facebook. Alors je vais vous laisser arriver petit à petit, petit à petit. Nous allons voir, hop. Bonsoir, bonsoir. Alors, d'avance, merci merci de partager cette vidéo sur vos réseaux parce que aujourd'hui, nous allons être un peu moins nombreux que d'habitude. On nous a, on nous a attaqués, je dirais. Bonsoir Fernand, bonsoir. Nous avons été attaqués et on nous a déstabilisés notre, notre espace de contact, notre espace de réunion. C'est comme si on nous avait fermé la salle où nous avons l'habitude de nous réunir, qu'on nous a fermé la salle et on a jeté les clés. Et donc, on n'a plus la possibilité de se réunir dans la salle habituelle. Donc, on retrouve une autre salle. D'ailleurs, je vous invite tous à vous unir à... Nous avons deux possibilités. Il y a Telegram qui s'appelle Psychanalyse pour tous et il y a aussi, Niama, bonsoir, il y a aussi un autre espace qui s'appelle Psychanalyse pour tous sur WhatsApp. D'accord? Pour essayer parce que ces plateformes qui sont des plateformes qui sont gratuites et ben, évidemment, elles ont leurs propres règles. Et quand elles considèrent que nous ne respectons pas les règles, eh ben, elles font de cette plateforme ce qu'elles veulent. Donc, une autre manière d'être en contact, pour s'il y en a une qui chute, de pouvoir se retrouver ailleurs. On va dire que c'est important. Donc aujourd'hui, nous sommes donc dans Psychanalyse pour tous qui s'appelle Est-ce que je suis spécial? Ou pourquoi, je dirais directement, pourquoi je me sens spécial? Pourquoi j'ai cette situation de me sentir spécial? Mais Freud, il va dire que, parce qu'il y a des gens qui se sentent spéciales, il y a des gens directement qui se sentent spéciales, qui se sentent différentes des autres. Alors, il y a deux points, non? Il y a celui qui ne se sent pas normal, donc il se sent spécial parce qu'il ne se sent pas dans les normes. Ça, c'est non, une possibilité. Mais quand on se sent spécial, c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. Parce que il y a Féti, bonsoir, bravo Féti, vous nous avez trouvé. Donc, et c'est pas exactement la même chose. Parce que quand on se sent pas normal, comme avec Marilyn, bonsoir, bienvenue, vous nous avez trouvé aussi. Iman, bonsoir. Quand on se sent pas normal, pas comme tout le monde, Valérie, bonsoir. Non, c'est comme s'il fallait être comme tout le monde. Alors que tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Non, au contraire, il faut réussir à être, on va dire un petit peu, chacun à sa manière, chacun, il n'y a pas de... Normal, c'est tout ce dont l'être humain est capable de faire. Ça, c'est la normalité, c'est une normalité. Si c'est quelque chose qui est humain, que nous sommes capables de le faire, que nous sommes capables de le produire, ça rentre dans la normalité. Ou sinon, qu'est-ce qui est anormal chez l'être humain? Qu'est-ce qui est anormal? Ce que tout le monde ne fait pas. Mais tout le monde, ça n'existe pas en fait. L'idée de tout le monde fait ça, ça n'existe pas. Tout le monde, quand on dit tout le monde fait ça, et puis quand on demande mais c'est qui tout le monde? Eh ben, c'est mon père, mon frère et mon oncle. Non? C'est-à-dire qu'en général, c'est réduit à une certaine quantité de personnes. Bon, tout ça pour dire que euh, qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne se sentent pas normales. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont, on va dire, une certaine morale qui les empêche de vivre certaines choses parce qu'ils pensent que ça, ce n'est pas normal. De désirer telle chose, ce n'est pas normal. De penser faire telle autre chose, ce n'est pas normal non plus. Tandis qu'ici, ce dont on va parler ce soir,
de je me sens spécial. Bon, je vous rappelle, comme je vois que nous ne sommes pas nombreux du tout ce soir, qu'il y a des gens qui sont restés sur le carreau de l'autre page, on va dire merci de partager sur vos réseaux cette vidéo pour que chacun puisse retrouver le chemin pour retrouver le chemin d'accès, on va dire, à, à ce direct du mardi à 21h. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se sentir spécial? Par exemple, il y a des patients qui se sentent spécial, qui se sentent tellement spécial qu'ils pensent que pour eux, la psychanalyse, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un type de spécial. C'est-à-dire, non, avec moi, la psychanalyse, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je ne suis pas, je ne suis pas sensible ou je ne suis pas, ou qu'avec moi, la psychanalyse ne fonctionne pas. Il y a des gens et des patients qui viennent et qui s'analysent pendant des années démontrer, pour démontrer qu'avec eux, la psychanalyse ne fonctionne pas. Et ce n'est pas que la psychanalyse ne fonctionne pas avec eux, bien évidemment, parce que la psychanalyse, elle fonctionne avec tout le monde. Non, tous ceux qui s'y prêtent, bien évidemment, avec ceux qui n'acceptent pas de suivre le pacte, ben, ce n'est pas possible, évidemment. Mais tous ceux qui acceptent de suivre le pacte, ben, la psychanalyse fonctionne. Donc, c'est à un rythme différent, de manière différente. Aucune psychanalyse ne ressemble à aucune psychanalyse, comme aucun patient ne ressemble à aucun patient. Et ce qui se passe dans chaque consultation est quelque chose de tout à fait particulier, bien évidemment. Donc, d'une certaine façon, nous sommes tous spéciaux. Hein, il y a pas. Mais quand on fait référence un petit peu à ce sentiment d'être spécial, c'est-à-dire d'être Freud, il va parler de ce sentiment d'être spécial comme, et il va en parler d'ailleurs comme d'une résistance au travail analytique. Non, comme justement cette personne qui dit non, moi je suis tellement spécial qu'avec moi, non, Khalid, bonsoir, qu'avec moi la psychanalyse ne fonctionne pas. Je suis tellement spécial que ben voilà ce qui m'arrive. Donc, et, mais Freud il va pas parler de ce cas spécial, sinon qu'il va parler, merci Elena, et sinon que il va parler d'un autre type de cas de spécialité, on va dire, de spécialité. Alors pardon, je vais mettre, on va dire, donc il va dire que de se sentir spécial, c'est quelque chose qui va apparaître dans l'analyse. Parce que quand Freud y parle, ça c'est important de le souligner, quand Freud y va parler de ces différentes manifestations qui existent chez les patients, tant dans le transfert, tant face aux symptômes, tant au travail analytique, face à la réaction, non, face à la résolution des deuils, la résolution des changements, etc. Il faut considérer qu'à chaque fois, on fait référence, et ça c'est important, qu'on fait référence au travail analytique. C'est-à-dire que Freud, il ne va pas dans la rue à regarder les gens ou avec sa famille, Christiane, bonsoir, à regarder sa famille pour voir comment ils fonctionnent et à partir de là, non, c'est toujours des patients en analyse. Et ça c'est important. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, on ne fait pas référence à des choses qui se passent hors analyse, c'est-à-dire qui se passe dans un cadre bien déterminé, et un cadre déterminé avec toutes on va dire, toutes les manifestations paradoxales qui peuvent se présenter, et avec un travail, on est en train de faire un travail. Donc, c'est un cadre qui est spécial dans le sens où il y a un pacte qui a été défini, un horaire, un prix, un travail, l'association libre de la part du patient, non, l'écoute libre, on va dire l'écoute libre de la part du psychanalyste et l'interprétation quand les éléments le permettent, on va dire c'est ça le cadre. Bon, et donc, après, c'est pour ça que le patient, parce que hors de ça, d'ailleurs, les gens qui se psychanalysent savent bien qu'ils ne sont pas les mêmes quand ils sont en psychanalyse que quand ils sont hors de l'analyse. Non. Bon. Donc, et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, que dans tout travail analytique,
il y a des résistances. Il y a des résistances. Alors, il y a des résistances. Premièrement, il y a cette résistance à la première, on va dire, la première des résistances de la psychanalyse qui fait référence à la résistance au changement. Même si le patient se présente en disant «Je veux changer, regardez comment je souffre, comment c'est difficile pour moi, je veux absolument changer», et il nous le dit de différentes façons, qu'il est prêt à tout pour changer, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, même s'il nous l'affirme, euh, euh, même s'il nous l'affirme avec conviction, parce que lui, il y croit, mais psychiquement, il ne peut pas. Donc, même c'est pas que lui, il ne veuille pas, c'est que psychiquement, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. C'est possible de changer, bien évidemment, mais que ce qui n'est pas possible, c'est que ça se fasse sans travail. Qu'il y a toujours une résistance. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail psychique à réaliser pour changer. Et qu'il y a toujours une résistance face à ce travail psychique à réaliser. Face à la nouveauté, non? Freud va dire la nouveauté, face à la nouveauté, l'être humain, il met un frein, et il met un frein. Mais pas parce que ça s'appelle nouveau, sinon pour le travail que ça, et que ça, non, que ça prend, que tous les changements prennent, non? Et après, bien évidemment, il y a d'autres résistances qui vont rentrer en jeu, qui sont les résistances. C'est-à-dire que si le patient, on va considérer qu'il est tombé malade, Christine, bonsoir, bienvenue. Si le patient est tombé malade, non, pour la question A, on va dire, évidemment, à chaque fois que dans le travail analytique, on va se rapprocher de la question A, eh ben, il va y avoir résistance. Parce que s'il est tombé malade à cause de ça, c'est parce qu'il ne va rien savoir de la question A. Donc à chaque fois qu'on s'en approche un petit peu, il dit ouh, 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 ouh. Ne vous approchez pas de là parce que c'est justement quelque chose que je ne veux pas savoir. Donc ça, c'est déjà une chose qui est importante quand on parle non, de cette caractéristique de je me sens spécial. Et ce qu'il va dire, Freud, c'est que non, par exemple, il y a des gens qui disent, moi je suis comme ça. Je suis comme ça, n'essayez pas de me changer, moi je suis comme ça. Bon, ça, dans la vie quotidienne, des fois nous en rencontrons, non, des gens qui disent, je suis comme ça. Mais bien évidemment, nous savons que derrière cette phrase, il y a un masque, ça masque quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis comme ça. Pour chaque personne, non? Bien évidemment, pour chaque personne. Et on pourrait penser que ce je suis comme ça et je n'ai pas l'intention de changer, parce que le dire je suis comme ça veut dire il n'y a pas question que je change, moi je suis comme ça, ma mère m'a fait comme ça, poum. Non, c'est gravé, donc il n'est pas question que je change. Il dit que ça c'est un caractère, on pourrait dire, c'est une modalité stable qui fait référence à une certaine jouissance. Quand on parle de jouissance en psychanalyse, on parle d'une jouissance, c'est-à-dire d'une satisfaction de notre énergie psychique, hein. Et que, en fait, notre énergie psychique, elle a une manière de fonctionner, on va dire, et de trouver sa satisfaction d'une certaine manière, non? Et que même il y a, non, dans certaines situations, en fait, une insistance dans la répétition. Et l'insistance dans la répétition, ça produit bien évidemment une satisfaction, et donc il y a cette modalité stable de la jouissance. Donc il n'est pas question que le sujet abandonne cette possibilité de jouissance. Quand on parle, rappelons-le, de jouissance en psychanalyse, des fois il y a souffrance pour le sujet. C'est pas toujours plaisir, non? D'ailleurs, plaisir et jouissance, ce n'est pas la même chose. Non, il n'y a pas toujours, non, cette jouissance. C'est-à-dire que Freud, il va parler que cette idée de spécial, de se sentir spécial, en psychanalyse, il s'agit de quelque chose, en fait, qui n'est pas conscient pour le sujet. Ce n'est pas conscient, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que le sujet se reconnaît lui-même avec cette caractéristique, sinon que c'est un trait qui lui correspond et qui va se manifester dans
la psychanalyse, en fait, dans son travail analytique qui va apparaître, non, qui va apparaître et qui va apparaître dans l'analyse de façon exacerbée. Alors que jusque-là, lui, il n'avait rien vu du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, il aurait dit non, moi je me sens tout à fait comme tout le monde, je ne me sens pas du tout spécial. Mais avec le travail analytique, c'est quelque chose qui peut se manifester. C'est pour ça qu'il va parler de, de cette particularité, on va dire, caractéristique, ce trait de caractère qui va se présenter, s'exacerber dans la conscience, dans le travail analytique, il va en parler comme d'une résistance. Je suis comme ça, je suis spécial, non? Et on va voir de quoi on parle là, non? Alors, on va dire... alors, attendez, on va regarder. Et Freud, il va nous parler, pour parler de «je suis spécial», il va parler d'un caractère qu'il appelle le caractère d'exception. C'est-à-dire, moi, je suis spécial, je suis une exception. Je ne suis pas comme tout le monde, je suis une exception, donc vous ne pouvez pas me considérer comme tout le monde puisque je suis une exception. Et Et donc il va dire, pardon, donc attendez, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont là, qui n'ont rien à voir. Alors voilà, à propos du caractère d'exception, à propos du caractère d'exception. Donc on va voir, et donc il dit qu'il y a des sujets dans l'analyse qui se révoltent contre une certaine exigence, contre l'exigence par exemple de l'association libre, ou contre l'exigence de ce que réclame le cadre spécifique de l'analyse, qui vont dire non, pour moi ça ne fonctionne pas, moi je veux une analyse différente, une analyse spéciale pour moi, parce que ce que vous me proposez, moi, ça ne me convient pas, non, par exemple. Et il considère, par exemple, va nous dire Freud, il considère avoir déjà suffisamment renoncé à certains plaisirs et il refuse de se soumettre, non, à cette chose qu'il considère déplaisante, on va dire. Pourquoi? Parce qu'ils se vivent comme des exceptions, non. Et il dit qu'il n'y a pas moyen de... Ce n'est pas avec la raison qu'on va les convaincre que ce ne sont pas des exceptions. C'est-à-dire qu'on ne peut, il n'est pas question de leur expliquer que, en fait, nous sommes tous des exceptions, d'une certaine façon, dans le sens où nous sommes tous particuliers, mais que l'autre n'est pas plus exception que moi. Et il va nous dire que, de toute façon, cette manifestation qui va se voir chez certains patients dans le travail analytique, il va dire que ce n'est pas exclusif aux patients. Il dit que, de toute façon, nous aimerions tous être des expressions et prétendre, donc, parce que être une exception, ça veut dire prétendre à des privilèges spécifiques par rapport aux autres, non? Comme ceux qui passent devant, au lieu de faire la queue comme tout le monde, ceux qui passent devant tout le monde, etc., non? C'est-à-dire qu'il va nous dire, Freud va dire, nous voulons tous être les préférés de maman, non? Comme une exagération, non? C'est-à-dire que nous voulons tous être euh, euh, cette exception, non? Et il dit qu'il y a une motivation spécifique qui les pousse à se proclamer et à se conduire comme des exceptions, non? Et il dit que cette manifestation qu'il va considérer comme une névrose est liée en fait à un événement déplaisant ou à une souffrance survenue dans les premières années de l'enfance, non? Ce que certains aiment nommer trauma, non?
et donc dont le sujet, bien évidemment, se sent innocent, c'est-à-dire quelque chose que lui, il a vécu quand il était petit, dont il a été victime, et qui fait qu'aujourd'hui, il considère qu'il est une exception dans le sens où il est déjà passé par des difficultés et qu'aujourd'hui, ben, il devrait pouvoir avoir justement qu'on lui mette le tapis rouge, non? Jouissance inclut la pulsion de mort. La jouissance est le mouvement de la pulsion. Non, fait-il. La jouissance est dans le mouvement de la pulsion. Donc, à chaque fois qu'il y a un mouvement de la pulsion, dans son parcours, il y a une jouissance. Et dans la pulsion du mort fait partie de la pulsion de vie. Non, c'est une autre partie de la pulsion. Elles sont toutes les deux mélangées normalement, hein. Et donc, il dit en fait, le sujet considère qu'il s'agit comme, ce qui lui est arrivé dans l'enfance, comme d'une offense injuste qui était dirigée contre lui. Bien que cette injustice, en réalité, fasse partie de la condition humaine, parce que ce n'est pas que, mais que lui, de la condition humaine, dans le sens où il y a de tout pour faire un monde, comme on dit, non? Et que des fois, bah oui, il nous tombe, bah, j'aurais voulu être blonde, bah oui, je suis brune, bah j'aurais voulu naître dans un autre pays, bah j'aurais voulu, non? Donc, il y a plein de possibilités, mais le travail, justement, dans une psychanalyse, le travail à pouvoir réaliser, c'est à se rendre compte que je suis très bien avec tout ce que j'ai et que pourquoi je veux toujours autre chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'idée de l'offense, c'est-à-dire d'être passé par une injustice. Une injustice qui va quoi? Qui va donner lieu à des privilèges. Et à des privilèges, et donc ça, c'est une position, on va dire, qui va renforcer la névrose, non? Et par exemple, Freud, il évoque le cas d'un patient qui a adopté cette attitude donc dans le travail analytique face à la vie et qui s'était constitué lorsque le sujet avait découvert que l'affection organique qui l'avait empêché de réaliser ses aspirations, en fait, était d'origine congénitale. Et il dit, tant qu'il croyait qu'elle était acquise, il n'y avait pas de problème. Mais une fois qu'il a su qu'elle était congénitale, alors là, il dit, il a fait partie, que ça faisait partie de son héritage biologique, il a commencé à devenir rebelle. Non, ça c'est intéressant. Non, c'est-à-dire qu'il a senti que c'était une injustice, euh, que c'était une véritable injustice. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il veut des compensations. Parce que le problème de celui qui se sent spécial, c'est qu'il cherche des compensations. Il veut des compensations, non? Freud parle d'un autre patient, un jeune homme qui se croyait protégé par une providence particulière, parce qu'il avait été victime pendant l'allaitement d'une infection transmise accidentellement par sa nourrice. Et tout au long de sa vie, il s'était nourri de la prétention d'être indemnisé pour ce dommage, comme s'il s'agissait d'une assurance contre les accidents. Non, et lui-même ne soupçonnait pas sur quoi reposaient ses revendications. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas associé. C'est après, avec le travail de l'analyse, que Freud le lui a montré, non? Mais que lui, il ne savait pas pourquoi il avait ce type de prétention d'avoir besoin d'être indemnisé pour cette souffrance et cette infection, il va dire cette infection transmise accidentellement. Vous voyez, donc il faut un travail d'analyse pour arriver jusque-là. Et après, Freud, il va faire appel aussi, d'une façon très intéressante, il va faire appel à Shakespeare. Il va faire appel à Shakespeare. Céline dit, pourquoi, bonsoir, aujourd'hui on parle d'inégalité de classe et de genre. Est-ce un déplacement en trauma et sentiment d'injustice? Mais ça dépend toujours. Non, Céline, parce que vous partez dans la société. Nous, on est dans la consultation d'un psychanalyste. D'accord? Alors, dans la consultation d'un psychanalyste, non, on écoute avec les instruments de la psychanalyse, avec les instruments de la théorie. Non, on n'écoute pas avec les instruments de la sociologie, par exemple. Non, le problème des inégalités de classe a toujours existé.
Non, depuis que l'homme est homme, il y a toujours eu des inégalités de classe. C'est un problème, non, un problème social qui ne sera pas résolu, non, qui ne peut pas être résolu. Les inégalités existent. D'ailleurs, Ménassa, il a un aphorisme qui est super bien. Il dit que, en fait, grandir, ça veut dire commencer à accepter les injustices que nous allons voir autour de nous. Accepter les injustices que nous allons voir autour de nous, parce que c'est rempli d'injustices. On va dire, je travaille beaucoup, et pourtant, je n'obtiens pas la même chose que celui qui a fait deux trucs et qui obtient beaucoup plus que moi. C'est injuste. Bah oui, mais ça, c'est la vie. Non, que ça n'existe pas. Quelle est la différence entre la jouissance et le plaisir? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, Khalid. Non, la jouissance, c'est quelque chose qui appartient à la pulsion. Le plaisir, c'est quelque chose qui appartient au principe de plaisir. C'est le principe de plaisir, c'est pour la psychanalyse, c'est la tension minimum, la tension minimum dans l'appareil. Alors que la jouissance, c'est quelque chose qu'on peut ne pas sentir, que ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui est associé au soma. Donc, et Freud il fait donc appel à Shakespeare, qui va citer donc un fragment de son œuvre, où l'on peut voir que cette prétention à l'exception, il va dire cette prétention à l'exception, il va nous dire, attendez, on va faire ça. Euh, à l'exception apparaît comme lié au facteur d'infériorité congénitale. Et dans un premier temps, motivé par celui-ci, c'est-à-dire qu'il va faire référence à ce monologue initial de la vie et la mort du roi Richard III, non, qui sera ensuite couronné et qui dit dans son monologue « Mais moi, qui n'ai pas été façonné pour les jeux plaisants, ni formé pour me contempler dans un miroir, moi dont les traits grossiers ne peuvent refléter les grâces de l'amour devant une nymphe oisive et diaphane, moi à qui la nature capricieuse a refusé les belles proportions et les nobles traits, et qu'elle a envoyé prématurément dans le monde des vivants, difforme, incomplet, à peine ébauché, et à ce point contrefait et malheureux que les chiens aboient quand ils me croisent. Si je ne puis être amant, ni prendre part au plaisir de ces beaux jours de bonheur, je me résoudrai à être un scélérat et à haïr de toute mon âme ces joies frivoles. Alors ça, c'est pour Freud, c'est un très bon exemple pour ce dont il est en train de nous parler, non? Donc, parce qu'il dit, bon, a priori, on pourrait penser que ce texte n'a pas de lien direct avec le sujet. Mais il dit que cependant, que quand on analyse le texte, nous voyons qu'il ne s'agit nullement de quelque chose de frivole, sinon que ça implique quelque chose de bien plus profond et suscite également une sympathie envers ce scélérat. C'est-à-dire, par identification, on va s'identifier avec son malheur, non, par ce sentiment de communauté, il va dire. Et il dit, c'est comme si ce Richard III nous disait, c'est comme s'il nous disait, oui, exactement, en fait, c'est comme une réparation, non? Ce que l'autre il cherche, c'est comme si c'était une réparation. Et en fait, il dit, c'est comme si le Richard III nous disait, la nature a commis à mon égard une grave injustice, en me refusant une apparence agréable, capable de conquérir l'amour des autres. Ainsi, la vie me doit une compensation que je me procurerai moi-même. J'ai le droit de me considérer comme une exception et de surmonter les scrupules qui arrêtent les autres sur leur chemin. Je peux commettre des injustices puisqu'on en a commis envers moi. Alors ça, vous voyez, ça c'est super intéressant. C'est super intéressant, pourquoi? Parce qu'on voit, et là même quand on sort du cadre psychanalytique, où on va voir que, ben, bien évidemment, Yanis, bonjour, non, que bien évidemment, il y a de nombreuses situations où on va voir que les gens considèrent et font justice eux-mêmes, non? Ces gens qui font justice eux-mêmes, par exemple, où ça s'appelle des caractères d'exception.
Donc, c'est quelque chose qui existe dans notre vie quotidienne et que nous pouvons voir à droite et à gauche. Dans le cadre de l'analyse, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on doit considérer donc cette exacerbation, cette manifestation de la quête de la réparation est liée à l'envie. Non, ce n'est pas lié à l'envie. C'est lié à la compensation. Je dois être compensée parce que moi, je suis passée par une souffrance, parce que moi, je suis passée par un drame, et donc je dois être compensée. Non? Et je ne ferai pas je n'irai pas chercher. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Vous voyez plein de cas comme ça, on va dire, à la télévision. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très actuel, je dirais. Non, c'est quelque chose qui est très actuel de voir comment il y a des gens qui considèrent qu'ils ont le droit de faire le mal à cause de ce qui leur est arrivé. D'ailleurs, on devrait toujours penser, comme au soupçonner, on va dire, que certaines personnes qui sont complètement injustes avec les autres, voir si ça ne cache pas ce caractère d'exception derrière. Donc, c'est quelque chose qui peut être considéré et pris, oui, ou pris en considération que ce caractère d'exception. Et ensuite, euh, et ensuite, il va même faire il va dire, Freud, il va même faire une mention particulière aux femmes, en affirmant que leur prétention à obtenir des privilèges spéciaux. Non, parce que ça aussi, c'est une caractéristique chez certaines femmes qui veulent obtenir des privilèges spéciaux, c'est-à-dire, par exemple, être libérées des nécessités de la vie, qui se fondent aussi sur cette raison. Et quelle est la raison? Quel est le traumatisme de la femme? Quel est ce qu'elle considère l'injustice que la femme considère qui lui a été infligée depuis toujours, on va dire, quand elle considère que elles ont que ce caractère d'exception, donc il faut qu'elle ait une compensation, que la femme réclame des compensations, non? Et il va nous dire que c'est précisément dans ce travail d'analyse psychanalytique qu'il a découvert que les femmes peuvent se considérer lésées. Lésées par quoi? Lésées par la nature, pas pour une question sociale. Sinon, directement lésées par la nature parce qu'elles ont été privées de cet élément somatique, le pénis. Non, il faut penser que ce n'est pas que toutes les femmes veulent le pénis, sinon que c'est la petite fille qui voulait le pénis. La petite fille que l'enfant considère que ben, elle a pas, il lui manque quelque chose, non? Il considère que la petite fille considère ça. Mais comme c'est un élément qui fait partie de la constitution du sujet, ben, c'est quelque chose qu'on va garder, non? Comme l'amour pour notre mère qui va nous accompagner toute notre vie, comme l'angoisse, comme la culpabilité, comme beaucoup de choses qui font partie de notre constitution et qui ne vont jamais nous abandonner, qui vont toujours nous accompagner toute notre vie. Et par exemple, ça, c'est quelque chose qui va accompagner, je dis, autant les hommes que les femmes, dans le sens où il y a beaucoup d'hommes aussi qui considèrent à la femme, il lui manque quelque chose, que ce n'est pas quelque chose qui appartient uniquement à la femme, hein, mais qu'elles considèrent qu'elles ont été reléguées à un second plan. Et d'ailleurs, souvent dans les entreprises, dans des endroits sociaux, ben, la femme, elle est reléguée à un second plan. Et non seulement parce qu'il y a une force masculine, par exemple, qui peut tendre dans cette direction, mais aussi parce qu'elle-même, elle va se placer dans un second plan, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose aussi qu'elle considère que c'est normal. Serions-nous dans un déni de nos privilèges? De quel privilège vous parlez? De quel privilège? Hein? Sinon Freud, il affirme que le conflit entre la mère et la fille, qui peut souvent exister, aurait aussi sa racine ultime dans ce reproche de les avoir mises au monde femmes et non hommes.
C'est-à-dire comme si non, que le reproche, le véritable reproche que la fille fait à sa mère, c'est que, eh ben, elle ne l'a pas fait comme son frère, elle ne l'a pas fait homme, non, par exemple. Et donc il dit que, en fait, elles vivent cette frustration comme une injustice, non? Et en fait, il va dire il y a des femmes qui vont attendre toute leur vie qui est quelque chose qui grandisse, quelque chose qui pousse, quelque chose que ce pénis va arriver. Il y a des femmes qui commencent une psychanalyse pour voir si enfin la psychanalyse va lui donner ce qu'elle considère qui lui manque. Donc, il y a des femmes qui vivent toute leur vie en considérant qu'il leur manque quelque chose. Donc, bon, c'est quelque chose qui appartient à la femme, mais qui fait que cette position, que pour certaines femmes, elles se retrouvent dans une situation de caractère d'exception. Alors, mesdames, messieurs, le caractère d'exception, donc, comme nous a dit Freud, c'est quelque chose qui nous touche tous. Nous avons tous, on va dire, cette tendance à être touchés par ce caractère d'exception, à considérer que nous avons souffert une injustice, une offense, et donc aujourd'hui nous réclamons des compensations. Non, et que c'est une attitude que nous ne sommes pas capables de nous voir réellement comment nous vivons, de voir comment nous fonctionnons, mais tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons cette tendance, parce qu'en fait, nous sommes tous passés, ne serait-ce que par, comme dit Freud, les offenses de la condition humaine, de la constitution. Je veux dire qu'il y a les offenses quand il y a le petit frère ou la petite sœur qui arrive, il y a les offenses, enfin, grandir, on va dire, grandir, ce n'est pas le paradis dont certains parlent, sinon que, au contraire, ce sont des offenses, c'est un passage, grandir, ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui est douloureux, et parce qu'on doit apprendre tellement de choses, mais pas pour la quantité, sinon pour ce qu'on doit apprendre, non? Renoncer à tous ces plaisirs, au plaisir immédiat, on doit renoncer à beaucoup de choses et surtout partager l'amour de papa et maman et d'être offensé quand on va voir que ben, maman ne me regarde pas comme j'aurais aimé qu'elle me regarde et que papa ne me regarde pas comme j'aurais aimé qu'il me regarde. C'est-à-dire que, non? Et que, rappelez-vous aussi, ce que nous dit Freud, c'est que chez l'enfant, l'amour est insatiable. L'enfant est insatiable, il n'y a jamais assez d'amour, il en réclame toujours. Et que même quand il en a eu beaucoup, il considère que ses parents ne l'ont pas aimé comme il l'aurait souhaité. D'accord, donc l'offense, on va dire, quelle que soit la situation, non, elle va exister. C'est-à-dire que pouvoir surmonter ce caractère d'exception, en plus quand tout d'un coup il y a, on va dire, des manifestations physiques, quelqu'un qui ne mesure pas 1,70 m, ou quelqu'un qui n'a pas les proportions qui sont données par la beauté grecque, non, qui va se considérer injustement fourni, etc. Et donc, il va avoir non, un caractère, ce caractère d'exception dont parle Freud, et donc de vouloir chercher à être compensé. Et vous pouvez, si vous observez bien autour de vous, eh ben, vous allez voir qu'il y a de nombreuses personnes qui, justement, ont souvent cette attitude à vouloir être compensées, compenser de quelque chose. Et quand on regarde, pourquoi elle veut la compensation? Pourquoi elle en veut plus que les autres? Pourquoi elle considère qu'elle doit en avoir plus que les autres? Pourquoi, comme dans le cas là du scélérat, non, de Richard III, qui considère que lui, il peut être injuste, il peut en arriver à assassiner des personnes parce qu'on a été injuste avec lui. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de ce que lui va appeler sa normalité et que pour lui, c'est tout à fait normal ce qui va lui arriver. Hein. Donc, quand on parle de cette particularité, si je suis spéciale, eh bien oui, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes spéciaux. Nous sommes tous spéciaux, mais nous devons renoncer, bien évidemment, à cette idée de compensation.
Parce qu'en fait, nous n'avons pas droit à la compensation. Nous avons droit au résultat de notre travail, au résultat de nos actions, mais que nous ne savons pas d'avance ce qu'elles vont produire. Non, ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses, intervenir dans la réalité en faisant de nombreuses choses, et puis tout d'un coup, non, comme ce qui m'est arrivé là, la semaine dernière, où tout d'un coup, on m'a coupé l'intervention. Tout d'un coup, on m'a dit que j'avais ces personnes d'exception sont-elles nocives à un groupe? Mais nous le sommes tous, Céline. C'est pas ces personnes, c'est les autres, pas moi. Non, nous sommes tous des caractères d'exception. C'est pour ça qu'il faut commencer par soi-même. Non, il faut commencer par soi-même, à dire est-ce que moi je suis pas en train de réclamer des exigences à droite à gauche parce que je considère que moi, je dois obtenir ça. Pourquoi? Parce que moi je suis un caractère d'exception. Que la caractère d'exception, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est pas simplement les autres. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose. Et quand, après, je parlais de ces actions, ces multiples actions que nous pouvons faire tous les jours, que ce soit dans le travail, dans notre vie familiale ou dans d'autres types d'activités, ben, nous pouvons faire des mouvements qui ne nous donneront pas obligatoirement les résultats que nous prétendons, mais que si nous faisons des actions, ben, évidemment qu'il y aura des résultats. Mais si nous sommes coincés à attendre le résultat, un tel ou tel type de résultat, ben, nous n'allons pas voir que le résultat, il arrive de l'autre côté. Hein, que le résultat n'est pas toujours celui qu'on attend. Mais que si nous sommes dans le mouvement et dans l'action, bien évidemment que nous allons avoir des résultats. Bon, bah voilà, le sujet était assez facile pour aujourd'hui. Vous voyez, on a réussi à résumer assez facilement. Donc, on continue mardi prochain. Donc, je répète, merci d'avance pour m'aider à récupérer un petit peu d'audience, on va dire, dans ce direct, parce qu'ils m'ont coupé l'accès à ma page antérieure. Donc, je n'ai plus accès. Ils m'ont directement éliminé mon profil que j'ai dû en recréer un là rapidement. Donc, parce que merci à vous, Christine. Donc, merci de partager sur vos réseaux pour pouvoir redonner vie un petit peu à cette page. Il y avait 19 000 personnes qui suivaient la page. Et puis tout d'un coup, il y a une grosse réduction. Samir, bonsoir. Donc, merci de votre participation. On continue, bien évidemment, mardi prochain. On insiste, bah, parce que l'intelligence artificielle a détecté que j'avais, je peux pas le dire. Si je le nomme, on peut silencier la vidéo. Donc, c'est pour cela que je ne trouvais pas le direct de ce soir. Exactement, Christine. Mais vous y êtes arrivée. Bravo. Non, mais ils accusent, et c'est l'intelligence artificielle qui fait et ça n'est pas vérifié par des êtres humains. Ils ont détecté qu'il y avait, ils ont interprété que j'avais pas respecté les normes et en m'accusant de choses qui n'ont rien à voir. Hein. Sacré IA, voilà, c'est ça. Donc, mais nous continuons donc sur cette nouvelle page. Donc, bienvenue à tous ceux qui ont réussi à trouver le chemin. Merci bien et on continue donc mardi prochain avec un prochain épisode de Psychanalyse pour tous. Merci bien, merci Christiane, moi aussi. On continue mardi prochain. Allez, bonne soirée. Au revoir.